Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les dirigeants qui ont choisi de développer leur entreprise en région. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Repessé, le cofondateur de l'Addition. L'Addition, c'est la célèbre suite logicielle qui révolutionne le quotidien des professionnels de la restauration depuis Bordeaux. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Lyon, Nantes ou Bordeaux, j'interroge les entrepreneurs pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Repessé. Olivier, bonjour. Ravi de te recevoir sur ce podcast, notamment parce qu'on a 3 points communs. Une société par laquelle on est passé tous les deux, même si toi tu y es resté plus longtemps que moi, on y viendra. On a lancé tous les deux nos activités en 2012 et puis on aime bien les restos. Voilà, donc bienvenue sur ce podcast, ravi de t'accueillir. Tu as donc lancé en 2012 l'Addition. C'est quoi l'Addition ? Alors l'Addition, c'est une suite complète de logiciels et de services dédiés au secteur du CHR. CHR, café, hôtel, restaurant. Donc ce que tu aimes, le troisième point, les restaurants. Les deux premiers. Donc on est l'outil opérationnel au quotidien des restaurants. On aime même dire des fois qu'on est la DSI du restaurant parce que en équipement informatique, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Et on opère en tant que qualité de caisse enregistreuse, prise de commande, gestion de la cuisine, gestion des encaissements, gestion des réservations, qu'elles soient online, offline ou via d'autres canaux, gestion du delivery, sujet qui est un peu d'actualité, click and collect. On fait également tout ce qui est paiement, plus reporting, gestion d'activité. On va même jusqu'aux achats maintenant. On sait pas trop, on va s'arrêter. Mais on va dire que le périmètre se développe mois après mois. Donc en gros, avant 2012, j'ai mis qu'il y avait beaucoup moins de solutions digitales et depuis que vous êtes là sur le marché français, vous êtes la solution miracle pour les restos alors. Alors il y avait beaucoup de solutions, sauf que en 2012, en fait, t'achetais le logiciel très cher généralement, sans en voir aucun écran, ou alors tu voyais qu'une fonctionnalité, c'était une fonctionnalité de la clé USB. D'accord. C'est-à-dire la double comptabilité qui était capable de gérer le logiciel. Donc effectivement, en fait, quand c'est lancé, nous, c'était pas trop notre credo de faire ce genre de choses. On était très tourné sur l'UX, l'expérience opérateur, l'expérience consommateur, utilisateur et gérant. Et on est arrivé en tout cas avec des nouveaux paradigmes, des nouveaux concepts sur ce domaine. Et effectivement, en fait, à l'époque, on avait une killer feature, comme on dit, en face, qui était l'honnêteté. Et la transparence, comme chez Newton, voilà. ça aide bien. Donc en fait, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, pour bien visualiser, quand il y a un iPad en face de nous, quand on commande au resto, c'est souvent l'Addition, c'est ça ? Très, très souvent, oui. Et du coup, vous avez exclu avec Apple, c'est ça ? Aujourd'hui, en fait, on travaille sur tout ce qui est quelque chose. Donc, toute cette gamme. On est effectivement que sur la plateforme Apple. Pourquoi ? Parce que c'est des produits extrêmement fiables, finalement à des prix abordables. Apple a l'image d'être une marque chère, bon, ce qui est pas complètement faux, mais sur des devices par exemple comme des iPads, en fait, c'est hyper concurrentiel. Et aujourd'hui, autant sur le marché du téléphone, il y a une concurrence qui est complètement folle avec plusieurs manufacturiers. Sur la partie tablette, pour le coup, Apple a clairement gagné la partie et c'est des produits qui sont très performants et également qui nous obligent, nous, en tant qu'éditeurs, à avoir en tout cas des méthodes et qualités de développement qui sont extrêmes. D'accord. Et ça, on aime. Et du coup, votre solution, elle fonctionne pour des restos tout petits jusqu'à très grands, des hôtels, tout, ça marche pour tout. Alors nous, on est dédié, spécialisé CHR. En revanche, en fait, sur cette verticale, on a une approche complètement non segmentée. C'est-à-dire qu'on va avoir notre plus petit client, alors je sais pas comment tu le définis, bon, moi je vais dire en espace, par exemple un triporteur, 3 roues, mais quand même un besoin de mobilité, finalement pas des besoins si évidents que ça pour, on va dire des outils un peu traditionnels. Le resto du coin, des grosses brasseries, ça on en a énormément parce que c'est souvent cœur des gros business français,
là-dedans. Des chaînes, Bistro Régent, on équipe tous les Begelstein, tous les Vapiano en France, ce type de compte, ou de l'événementiel. Par exemple, restaurant des loges à Roland-Garros, c'est l'addition. Donc Olivier, si on revient donc sur le premier produit de base, c'était quoi? C'était vraiment prendre une commande, faire payer l'addition dans un resto? C'est parti de ça, l'idée? C'est parti effectivement de ça, d'être un outil de prise de commande pour ensuite arriver jusqu'au stade de caisse enregistreuse. Enfin, ça, c'était en tout cas le premier step, on va dire, du développement. Il nous a fallu quand même un petit moment avant d'en arriver là, parce que c'est pas un sujet qui est complètement simple. Il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de profondeur fonctionnelle. Et par exemple, c'est quoi? Par exemple, pour gérer en tout cas des cas complexes de restauration, typiquement dans des brasseries, tu as énormément de points de fabrication en cuisine. Il faut réussir en tout cas à adresser correctement tous ces besoins, d'avoir des visions des fois partielles, des visions agrégées d'éléments. En fait, finalement, nous, on est l'outil qui va ordonnancer toute la production. Et la restauration, c'est un business qui est un peu atypique parce que tu commandes et tu produis en temps réel. Donc, il y a pas énormément, en tout cas, d'industries qui sont comme ça. Oui, il y a toujours une cuisine. Donc, je te rassure que généralement, il y a un petit peu de boulot derrière. Donc, d'arriver en tout cas à ordonnancer toutes ces besoins et ces méthodes, c'est un vrai challenge. Et sans oublier que il faut être ergonomique, design, etc. Ça c'est primordial, surtout quand on est sur les supports sur lesquels on est. Mais il faut pas oublier que la qualité principale de ces types d'outils, c'est de la rapidité, de la robustesse. Et on n'a pas le droit, en tout cas, à ce que ça plante. Et à partir de là, donc vous avez développé tout le reste. Et c'est quoi la limite? Donc j'imagine que la livraison a dû faire évoluer les choses et encore peut-être une raison quasiment échec. Ouais, mais on fait plusieurs choses sur ces points-là. On est channel manager sur de la livraison, c'est-à-dire que finalement on va être capable que toutes les commandes des différentes plateformes puissent tomber à un seul et même endroit et s'ordonnancer dans le flux opérationnel normal d'un restaurant. Donc, t'es connecté à du Deliveroo, t'es connecté à Uber Eats, Just Eat ou à l'addition Click and Collect, également un de nos produits. Et bien, tout arrive de manière centralisée à un seul endroit. Je sais pas si tu fais le même constat, mais encore aujourd'hui, ça tend un peu à disparaître grâce à nos solutions. Mais t'avais l'impression des fois quand tu rentrais dans un restaurant que t'étais dans une salle de marché, ce qui sont un peu, pour moi, deux univers un peu différents. Donc effectivement, des solutions un peu, notre périmètre fonctionnel s'étend de plus en plus finalement on est au nœud de la data, au nœud des opérations et finalement en fait à un moment tout passe par nous. Alors on peut pas tout faire, on se connecte naturellement en fait à de nombreux partenaires et c'est un peu l'intérêt de nos solutions par rapport aux solutions traditionnelles. Mais effectivement, en fait, notre parc client est toujours plus exigeant et avide, en tout cas, de nouvelles fonctions, on va dire. Ouais, en tout cas, les restaurateurs avec lesquels je discute depuis que je connais ta solution sont souvent sur l'addition. Alors, ils attendent souvent la connexion à Uber Eats, Deliveroo et autres. Et puis même aussi, du coup, en amont de la chaîne, à pouvoir faire des achats et finalement ne passer que par ta solution. Donc, bravo. Ça t'est venu comment, cette idée ? Pour dire vrai, au tout début, c'était pas foncièrement une idée de produit. En fait, c'était plus répondre à un besoin pour une seule personne, qui est ma femme, qui a 2 restaurants à Paris, donc qui bossait vraiment à l'ancienne, plus traditionnelle possible, et moi en étant un peu dans tout ce qui est IT, software, ça me rendait un peu dingue de le voir passer des heures sur des opérations qui me semblaient pour moi tellement évidentes. Donc en fait j'avais commencé par lui bricoler un petit truc sur iPad déjà. Heureusement je me suis assez vite arrêté dans le développement, autrement on serait pas à ce niveau-là. Ouais. Mais finalement en fait quand on l'a montré à ses compères, ses collègues, ils ont tout de suite trouvé ça un peu génial du fait de support très mobile. En plus tout le monde commençait à connaître ce qu'était iPad. C'était en 2010, tu vois, c'était la sortie de l'iPad et moi j'ai toujours été convaincu que c'était un super outil pro, même plus que B2C.
Et puis tout le monde a commencé à s'intéresser à ça, alors que bon, la première ébauche, il n'y avait rien de génial, hein, je t'assure. Ouais. Mais on s'est pris au jeu et puis on a décidé de se lancer de manière un peu plus industrielle en voyant qu'il y avait une grosse faille dans le marché. Et la faille, moi, je l'avais détectée parce qu'avant de me lancer pour bricoler un truc, j'ai quand même regardé ce qui existait sur le marché. J'ai reçu un peu les différents fournisseurs, quoi. Et grossièrement, la réponse, tu vois, c'était à l'époque. Et attendez, dernière fonctionnalité, l'écran tactile. C'était chaud. Hein. Et le nom, alors, il vient d'où ce nom? Le nom, l'addition, il vient de plusieurs origines. Il y a déjà le sketch de Muriel Robin qui évoque bien un peu, si tu veux, finalement l'envers du décor, les difficultés à régler une note partagée. Et on s'est toujours attaché en tout cas à ça, à bien le faire, à parfaitement le faire. Et je pense qu'on le fait. C'est nous qui le faisons le mieux sur le marché. Ça a été une bonne étude de marché. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis, pour dire vrai, c'est un nom qui évoque bien ce que ça fait, qui a finalement une bonne connotation. Si tu veux, l'addition, ça c'est pas la facture, c'est un peu plus glamour. Et c'est finalement en fait aussi un des premiers termes français que tu connais même quand t'es étranger, quoi. Tu sais dire voulez-vous coucher avec moi et puis l'addition s'il vous plaît, quoi. C'est le prochain voilà. business, c'est tout trouvé. Le prochain business est déjà dans la tête. Et c'est aussi un nom voilà qui résonne français, qui résonne gastronomie. Et pas une énième invention de nom anglais ou franglais qui serait pas finalement terrible. Et même si vous pouvez vous développer en Europe, il y a la place. Mais oui, mais comme je te le disais, on est en Espagne par exemple, et en fait, finalement, en fait, on a fait des études de changement de nom où on voulait par exemple, pourquoi pas s'appeler la Cuenta. Et résultat, bizarrement, tu vois, la Cuenta en espagnol, ça sonne comme si toi tu disais la facture. D'accord. Et finalement, en fait, le côté de l'addition transporte avec lui français. Le côté français, glamour. Donc ça n'empêche pas, en tout cas, un développement international. Et on n'a pas besoin d'avoir une connotation, un nom anglo-saxon, en tout cas, pour se développer international. Le Covid, on sait que ça a impacté évidemment le secteur de cette restauration, de l'hôtellerie. Ça a impacté votre développement indirectement? Naturellement. Alors surtout premier confinement en fait où il y a un arrêt un peu brutal et nous on s'est vraiment prêté au jeu, si tu veux, de protéger au mieux notre parc client et nos clients. Donc en fait on s'est mis du jour au lendemain en fait à suspendre tout abonnement. Donc en fait, t'as un chiffre d'affaires qui est à zéro et t'as toujours quelques charges. Donc tu t'imagines un peu le truc. Mais finalement en fait, on a quand même bien résisté. On n'avait pas solide. Donc c'est sûr qu'à l'époque, l'avenir était dur à prédire. Et puis c'est une activité à restauration où avec la pandémie, enfin, on voit dans certains business où c'est plus compliqué. Si tu as une inertie dingue de reprise. C'est pas toujours facile. L'avantage de la restauration, c'est que c'est 0 ou 1. Donc en fait, dès le premier jour où ça rouvre. Et ça fonctionne en fait quasi comme au dernier jour. Donc les phases de reprise sont par contre très très fortes pour nous parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes accumulées qui n'avaient pas pu être traitées. Et pour dire vrai, on a retrouvé, même dépassé nos niveaux d'avant Covid. Oui, parce que moi je vois dans le secteur dans lequel je suis, qui est le bureau avec des services, ça a été un coup de frein, mais en même temps cette crise a accéléré la conversion des clients vers nos solutions. Toi, tu proposes une digitalisation, tu disais que tu es une direction des services informatiques externalisée quelque part. Est-ce que ça aussi, sur ton secteur, ça a finalement pas été quelque chose de positif, si on regarde le verre à moitié plein, cette crise pour convertir les restaurateurs vers ces solutions-là? Si, sur une partie d'indécis, on va dire. Ce qui était considéré comme nice to have est devenu must have. Ok. Ouais, on l'a vu sur pas mal de secteurs et moi dans l'immobilier, j'ai vu la même chose. Ça marche. Et puis aujourd'hui dans la restauration, tu vois, ils ont vraiment pris conscience que la digitalisation, c'est pas une option, tu vois, d'être visible sur ces canaux-là. Quand t'es plus dans la rue, ça suffit pas.
une des extensions possibles sera les réseaux sociaux. Alors du coup, il a visité en ligne. Comment ça marche? C'est un abonnement? Oui, c'est un abonnement. C'est ça. Et on peut abonner également le matériel, c'est ce qui fait aussi un peu l'engouement aussi pour les solutions, parce qu'on essaie justement que le coût à l'entrée, tu vois, soit pas excessif. D'accord, quasiment que du variable et pas de coûts initiaux alors. Exact. Ce qui aide au lancement et qui sauvegarde la trésorerie. Ça a marché tout de suite, ça a pris tout de suite en 2012 ou il a fallu attendre et avoir les reins solides, comme tu disais, pour attendre que ça se développe? Vu de l'extérieur, je pense pas que ça a marché tout de suite. Vu moi de mon œil, ça a cartonné tout de suite. Premier mois, j'ai eu 5 clients. Enfin, j'étais fou, quoi. Eh oui. Je m'attendais, tu vois, potentiellement gagner peut-être un. Donc, on va dire à notre échelle, ça a été, on a gagné toujours de plus en plus de clients. Effectivement, on a dû ramer parce que c'est un marché qui est très compliqué parce qu'on appelle ça le mainstream. Et donc c'est le marché de la restauration, si tu veux, c'est 15% chaîné organisé pour 85% d'indépendants. Ça veut pas dire qu'il y a des indépendants, c'est des petits. Hein. Il y en a au contraire, c'est souvent là où tu trouves les plus gros. Et dans ces 15% d'organisés, t'enlèves McDonald's, qui est le premier restaurateur en France, 1400 et quelques restaurants. Ça fait peut-être, tu as 12% de chaînés. Donc, défiler des chaînés, ça peut paraître plus facile parce que bon, je vais te dire, je vais me déployer plus rapidement, etc. Et là, nous, on a adressé tout le monde, et notamment les 85%, et se faire connaître, en tout cas, sur les 85%, c'est pas évident. Et tu peux pas y aller complètement non plus par de la pub télé ou de la radio, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, nous, on n'a jamais trouvé de solution entière. Et à un moment, tu te développes aussi au bouche à oreille parce qu'on sait que tu es une solution stable, parce que tu es fiable, parce que les collègues, ils sont hyper contents. Et tu vois, à titre d'exemple, on était au salon du CIRA il y a pas longtemps, on était vraiment débordé sur notre stand. Enfin, on était quand même plus de 15 commerciaux, tu vois, et t'es quand même débordé, et c'est nos clients, tu vois, qui font fait des démos à nos prospects. D'accord. Qui connaissent mieux. Qui est le salon, j'imagine, donc le CIRA que je connais pas, mais qui est le salon spécialisé. Qui est le plus gros salon. Ouais. Tout ça a commencé où alors? Ça a commencé pas dans un garage, mais une chambre, des bouts de table, chez des amis dans des restos, et avec Sébastien, là, qui est également cofondateur, et où on a planché en tout cas sur le sujet de comment on pouvait un peu retourner, révolutionner en tout cas ce secteur, en tout cas apporter quelque chose clairement en plus. Parce qu'aujourd'hui vous êtes à Bordeaux et à Paris. Voilà, et en fait dès le premier jour, on a toujours été en fait sur ces deux villes. Alors de manière assez singulière, c'est que Sébastien habitait et habite toujours à Bordeaux, et moi j'étais plus à Paris. Et donc en fait on a décidé de commencer la société directement sur 2 sites. D'accord. Et ça a eu des avantages? Pas mal, oui. Pas mal. Alors, ça peut sembler compliqué d'avoir une boîte en fait avec des équipes séparées à distance, et surtout de commencer comme ça. Mais en fait, il y a aussi de nombreux avantages. Tu vois, nous, on est éditeur de logiciels, et tu vois, moi, j'aime bien que mes développeurs ne soient pas au contact de commerciaux. Ouais. Parce que si tu veux, c'est pas les mêmes rythmes, c'est pas du tout les mêmes concentration, etc. Et c'est surtout que nous, on est très attachés à délivrer ce qu'on a prévu, suivre notre roadmap. Et même en étant comme ça, des fois, on n'arrive pas toujours à faire exactement ce qu'on veut. Donc, on sait qu'en tout cas, il faut avoir beaucoup de rigueur. Et tu vois, un commercial qui vient voir vite fait un dev au café, il lui dit, ouais, tu sais ça, je l'ai pas vendu parce qu'il n'y avait pas telle fonctionnalité. Le dev en sous-marin va travailler dessus, quoi. Ouais. Donc ça c'est bon, qu'il faut vraiment que ce mode soit un peu cloisonné. Il l'est pas complètement, il y a de la communication et tout, mais en tout cas chaque service avance clairement en fait avec ses propres focus, quoi. Après
Ben, tu vas l'aborder, mais d'être à Bordeaux aujourd'hui pour notre staff dev, c'est top parce qu'on est un des employeurs les plus attractifs, tu vois, sur la ville. D'accord. Parce qu'on n'aurait pas la différence. Forcément pu atteindre à Paris, parce que Paris c'est la jungle. Enfin, c'est le dev, c'est complètement dingue, hein, et c'est très dur de retenir en tout cas les bons profils. Et nous on fait le contraire finalement, on attire les profils, puisque on offre également en tout cas ce cadre de vie qui est plutôt sympa à Bordeaux. À Bordeaux, tu vois, on a la Bourse Maritime, en plein centre, entre Quinconce et Chartrons. Il y a pire comme quartier, vu sur la Garonne, et des locaux qui sont top, ambiance top. Et ça nous aide clairement, en tout cas, à avoir une équipe qui est très soudée, qui y a très peu de départs et d'avoir des profils qui sont les meilleurs du coin. Vous êtes combien aujourd'hui? On est un peu moins de 100 personnes. À Bordeaux? Non, sur les deux sites. Donc en fait, Paris, Bordeaux. Après, on est également dans toutes les villes de France, enfin en tout cas en présence commerciale. Et on a également en fait une entité à Tours qui opère toute la logistique, la livraison du matériel, l'expertise au retour matériel. C'est très bien organisé dans l'Ouest, du coup. Ouais, Tours, c'est le centre. Oui, voilà. Je suis à Marseille, mais... Bah, vu de Marseille, c'est sûr que le Nord, c'est quasiment c'est ça, mais c'est quasiment sur le chemin entre Bordeaux et Paris, quoi. C'est pas le gros détour. Et vous étiez précurseur finalement, parce que être comme ça en région aujourd'hui, là aussi après Covid, on a l'impression qu'il y a un engouement. Enfin, c'est pas qu'une impression, un engouement vers les régions. Vous voyez encore un afflux, en tout cas des demandes encore plus élevées. Bah avant on vivait dans le futur, maintenant on vit dans le présent. Ouais. Effectivement, ça nous fait un peu marrer en fait quand on voit cet engouement pour la province, etc. Parce que finalement, nous, on fonctionnait déjà comme ça, on va dire. Et après, c'est une conviction aussi. Si tu veux, moi, j'habite à Paris, mais à la base, je suis pas né parisien, et comme beaucoup de Parisiens, je suis d'origine franc-comtoise et très fier de l'être. Et je trouve que on a souvent une approche dans le business, et Paris centralise tout. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, quoi, mais on a une telle richesse sur l'ensemble du territoire qu'il faut jouer avec et composer avec. Enfin, c'est une des forces, en tout cas, des atouts de la France. Bien sûr. Et du coup, justement, pour les forces que toi, dont tu bénéficies à Paris, c'est quoi? Tu as plutôt tes forces de vente, c'est ça, à Paris? Alors, à Paris, j'aurai fonction support, donc j'aurai de la finance, des ressources humaines, du marketing, et puis un petit peu de vente, et puis moi qui suis au milieu de tout ça. Qui est une valeur ajoutée, du coup, bien sûr. Et voilà. Et comment tu fais une considération personnelle, Guillaume. Et comment tu crées cette culture commune entre Paris et Bordeaux pour avoir une seule culture d'équipe? C'est une bonne question. Et je suis toujours étonné qu'elle est en plus réelle et la même dans les deux villes. Moi qui vais souvent entre les deux, je retrouve en fait cette même culture, l'addition, que je sois à Paris ou à Bordeaux. Bah, déjà, je pense qu'on a des valeurs communes qu'on dispense avec Sébastien. Je pense que, en tout cas sur le fond, de la même manière. Après, sur la forme, certainement différemment, mais en tout cas, les messages passent bien. Et il y a énormément de communication qui s'opère entre services. On est hyper transparent sur tout le fonctionnement de la boîte, soit les chiffres. Il y a des réunions hebdomadaires en fait là-dessus pour que tout le monde soit un peu au même niveau. Et si tu veux, c'est pas parce que tu es au support client que tu dois ignorer les succès commerciaux, et inversement, c'est pas parce que tu es commercial que tu dois ignorer les succès ou difficultés du service client, par exemple. Et en fait, nous, on fonctionne, si tu veux, toujours dans la logique, c'est bien de gagner des clients, de remporter des contrats, etc., quoi. Ça suffit pas. Il faut remporter, en fait, des choses qu'on sait faire et qui vont pouvoir être gérables de manière industrielle du début au bout de la chaîne. Si en fait
t'es là pour mettre des grains de sable, bah c'est là où ta boîte, les rouages, ils s'encrassent quoi, et ça passe pas bien. Et on a tous, en tout cas, enfin, et on la dispense quoi, et on espère le garder. Toute cette culture là, en fait, c'est de savoir mon battement d'aile, qu'est-ce que ça va générer chez les autres. Et est-ce que ça passe aussi par des séminaires, par du présentiel? Est-ce que vous arrivez à réunir tout le monde de temps en temps? Est-ce que vous en ressentez le besoin? Ouais, j'ai une forte pression des employés pour organiser des séminaires où on taffe. Hein. Mais effectivement, oui, il y a tous les ans là avec les périodes Covid, ça a été un peu compliqué parce qu'on n'a pas pu suivre notre agenda et calendrier là-dessus, quoi. Mais là, typiquement, on en a un dès janvier. On est tous impatients d'y être. Et je te dirai pas où parce que même les employés ne savent pas. Ah, c'est un secret. Peut-être que le podcast sortira avant, donc il faut pas. On a fait la même chose là récemment et ça fait du bien. Et vous faites. Est-ce que vous avez introduit du télétravail en plus, surtout avec des fonctions digitales qui peuvent s'y prêter? Il y a du télétravail. Il s'opère un peu différemment suivant les villes, bizarrement. Tu as à Bordeaux, en vrai, les employés sont pas hyper fans de télétravail. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas les contraintes, si tu veux, de transport qu'on peut avoir ici à Paris. Et finalement, travailler pour eux, c'est être aussi ensemble au sein d'un même bureau, ce qui est pas illogique. Hein, je veux dire, bien sûr. À la base, ça fonctionne comme ça. À Paris, il y a un peu plus de demandes de télétravail, donc ça, on l'opère. Après, pour être très franc, vraiment quand même un minimum de présence, ça change tout. On n'a jamais démontré qu'on était plus productif, en tout cas en télétravail. Et après, on passe à côté de pas mal de choses ou d'informels, donc ça, c'est un peu dommage. Donc en fait, il faut trouver en tout cas la bonne balance et le bon mix. On a fait un sondage chez Newton. Le seuil des 30 minutes de trajet est très important. On l'a vu que si tu dois mettre plus de 30 minutes, tu vas souvent préférer le télétravail à la maison plutôt que te déplacer au bureau. Et pour ceux qui viennent au bureau, tu vois que finalement, ils restent aussi plus longtemps que s'ils devaient télétravailler? Je sais pas si tu comptes les temps au bar comme travail, ouais. Ils restent plus longtemps. Très bien. Tandis qu'à Paris, donc vous avez la même qualité de locaux que donc j'ai compris que Bordeaux c'est un petit peu moins bien, mais sur honnêtement la Seine. C'est quand même pas mal. Non, nous on est dans le 19e là à Rosa Parks, juste à côté de la Villette. D'accord. Ouais, ça c'est quand même assez cool comme quartier. C'est un nouveau quartier à Paris, très accessible aussi. Après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément les bureaux en plein marais. Et ça aurait pas franchement de sens par rapport à ce qu'on fait, on n'en a pas besoin. Pour revenir sur le développement et le mode de financement, vous avez fait comment depuis 2012 pour financer votre croissance? Au début, on l'a financé nous-mêmes en tant qu'associés. Moi, j'avais une autre boîte, qui existe toujours, mais où j'ai plus de rôle opérationnel, qui a aidé en tout cas à incuber, si tu veux, à ce bébé l'addition et lui donner en tout cas des facilités au départ qu'on n'aurait pas eu en se lançant sans rien. Donc quant à ça, tu essaies d'en profiter au max. Et puis après, on a eu un cercle proche, t'appelles ça comme tu veux, du business angel, love money. Mais en tout cas, beaucoup de gens de notre entourage, dont certains bossent même dans des boîtes de PE, mais qui ont investi en tout cas personnellement dans le projet. Et puis à un moment, on a eu besoin d'accélérer encore davantage. Et ça, l'accélération, c'est violent, donc ça nécessite toujours un support, en tout cas cash, qui est un peu plus élevé que la moyenne. Et là, on allait lever des fonds auprès de, toujours même histoire, un fonds qui est à Paris, un fonds qui est à Bordeaux. D'accord. Donc Galia qui est à Bordeaux et à CIC qui s'appelle maintenant Crédit Mutuel Private Equity à Paris. Et puis aujourd'hui, on se finance avec ce qu'on vend et ce qu'on gagne. Et donc, je notais que tout à l'heure, tu disais que vous avez été bien solide, l'air insolide pendant la crise, c'est notamment grâce à ça. Et aujourd'hui, du coup, un équilibre qui fait que vous n'avez plus besoin de lever de fonds alors.
Bah, en tout cas, sur les projets qu'on déroule actuellement, on est autonome. Si demain tu me demandes d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, peut-être que je vais avoir besoin de fonds. Toi, du coup, pour revenir plus sur toi, c'était quoi ton parcours avant d'arriver à ça? C'était donc tu disais pas du tout dans moi, dans mon la parcours, dans la restauration. non, mis à part être consommateur, j'ai un parcours, ouais, j'ai un parcours école de commerce. À la base, je pense que j'ai plus un mindset ingénieur, et je bossais déjà, en tout cas, sur des trucs de dev quand j'étais adolescent. Oui. Et si tu veux, ça m'a toujours été un peu un de mes rêves de créer un logiciel. Et début de carrière, bah, j'ai touché à la fois de l'audit financier dans des Big Five, mais également de la société de services, de la société de logiciels, des sociétés qui ont fait du data mining, du text mining, très orienté sur la data. Puis après, je me suis tourné sur des solutions, services autour de la gestion de la performance des entreprises, donc plus des boîtes du type CAC ou international, tu vois, du Veolia. J'ai beaucoup bossé pour Euronext, donc pas tout à fait de la restauration, même sur les fusions avec NYC, etc. Et en fait, on a cette culture et ce savoir de ce qui rend performant et quel outil ont besoin les gros. Et moi, si tu veux, j'ai un peu pour vocation à appliquer les mêmes d'une manière plus adaptée pour du plus petit ou pour les restaurateurs. Et toujours plus sur pour un peu mieux te connaître, quelles sont tes recettes pour supporter la pression, garder un équilibre et te sentir bien pour être encore efficace tous les jours? La pression, faut pas la subir, faut la boire. C'est ça. Après, j'ai pas de recette particulière et je pense pas que ça existe, ou alors il y a des personnes qui fonctionnent peut-être comme ça. Moi, je fonctionne pas forcément comme ça. Je sais que j'ai besoin de pression pour bosser. Quand j'en ai pas, ben, je suis un peu dilettant et puis après c'est l'ennui. Donc en fait, ça a quand même du bon. Alors après, c'est souvent, ça va dans les deux sens. C'est également excessif. Et c'est plus ça, c'est ces périodes-là où il faut être vigilant. Et là, finalement, en fait, la baisse de la charge, elle s'opère quand t'as un bon staffing autour de toi. Et toi, tu fais du sport, tu es en dehors du boulot, quelque chose pour évacuer, Je fais du tennis. Je fais du tennis. Et je peux pas te dire que ça fait franchement baisser finalement la pression, parce que quand tu joues, ouais, je fais pas du tennis pour le plaisir de taper dans la balle, ça, je fais plus pour la partie match et compétition. Donc ça, je me rajoute de la pression via le sport. Très bien. Et dans le sport, j'ai une petite question traditionnelle, c'est est-ce que tu suis est-ce qu'il y a un club en particulier, un sportif en particulier, un tennisman en particulier? Ben en foot, bizarrement, c'est ni le Qatar Saint-Germain ni les Girondins. Moi, je suis supporter de Sochaux. Mais bien sûr. Parce que allez, Sochaux. Allez, Sochaux, Stade Bonal, ma grand-mère habitait à côté. Je peux te dire que je vis des moments très difficiles depuis quelques années. Ouais. On reviendra en Ligue 1 bientôt. Voilà. Et parce que c'est quand même le premier club professionnel français, et je pense qu'il a toute sa place, en tout cas à Ligue 1. Tout à fait. Avec le Havre aussi, on salue nos amis du Havre. Voilà. Et puis après, en tennis, je suis un peu heureux de cette nouvelle génération qui commence enfin à émerger après ces années malades qu'on a vécues. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais t'as quand même 3 gars qui, je pense, sont les 3 meilleurs du siècle et qui ont joué en même temps, en fait. Donc ce qui donne souvent des
trucs d'anthologie. Après, en joueur préféré, je suis assez fan d'un Gaël Monfils, même s'il a des résultats en dents de scie, mais je pense que c'est un des tout meilleurs dans le fond et dans le tennis, le show, et il arrive à être pro en gardant ce show, ce qui se trouve de moins en moins maintenant. Ouais, tout à fait. Je viens de voir un reportage sur Roddick assez intéressant qui montre justement que il a un peu lâché parce que les 3 venaient d'arriver. Ouais. Et qu'il fallait que c'était pas jouable, quoi. Et ben, très bien. Olivier, je te remercie pour tous ces bons conseils et félicitations pour cette belle aventure qui a encore de très beaux jours devant elle, du coup. J'espère bien. Merci Guillaume. Merci Olivier.